D'abord, je voudrais remercier Jean pour sa confiance et à toute l'équipe organisatrice qui va nous donner l'opportunité d'écouter 5 chefs d'entreprise qui vont parler avec cœur, et j'ai eu cet immense privilège de les interviewer un à un. Et en tant que chef d'entreprise aussi, c'est le cœur qui a parlé au cœur. Ce que vous allez voir, mesdames et messieurs, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une conférence, c'est une descente en profondeur en soi. 5 chefs d'entreprise et un exécutif coach vont témoigner chacun de ce qui s'est passé de très important dans leur vie professionnelle, mais aussi personnelle, qui a fait émerger du sens dans leur métier, du sens aussi dans leurs actions, et même du sens dans leur vie. J'appelle sous vos applaudissements les personnes suivantes: Soraya, Mehdi Bahraoui, Alexandre Gérard, Olivier Beau, Mohamed Hourani et enfin Vincent Lénart. Pour bien les écouter, nous essayerons d'être de bons récepteurs. Nous allons nous centrer en juste 1 minute d'intériorisation, dans le silence, seulement prendre conscience de sa respiration et méditer sur cette citation de Nelson Mandela. Ce qui importe le plus n'est pas tant le fait que nous ayons vécu, c'est la différence que nous avons faite dans la vie des autres qui déterminera le sens de la vie que nous avons menée. Vous verrez, ils ont tous un point commun. Je parle des 5 chefs d'entreprise. Ils n'ont pas découvert un matin de printemps ni la foi, ni le sens dans leur management quotidien, mais souvent après avoir traversé des moments de solitude, de doute, de déception et de perte de confiance en eux. Et pourtant, une fois les obstacles franchis, ils nourrissent plus leur foi en l'avenir, en renforçant leur croyance de réussite. Je poserai également quelques questions à Vincent Lénart, que je remercie pour sa présence, pour nous éclairer, après avoir questionné les 5 dirigeants, nous éclairer sur cette question de sens. Merci la régie. Je vais interviewer la plus jeune. Ouais, j'ai vérifié. Soraya. Alors, tu fêtes tes 40 ans cette année. Tu es mère de 2 enfants, engagée depuis 20 ans dans un cheminement spirituel, nourri par une pratique de la méditation sur le cœur. Tu as démarré ta carrière dans une banque d'affaires en France et un jour, alors que tu travaillais plus de 15 heures par jour, tu te rends compte que tu n'avais plus aucune envie de revenir travailler.
Et tu as commencé à te poser cette question, la vie a-t-elle un sens? Tu médites depuis de nombreuses années, tu as été plusieurs fois en Inde, tu as rencontré de grands penseurs et de grands maîtres, tu as été dirigeante et entrepreneur très jeune, dès l'âge de 28 ans, et tu as eu un parcours avec des moments difficiles et des longs tunnels. En faisant aujourd'hui le bilan à tes 40 ans, tu m'as dit te sentir hyper contente intérieurement, même si ça bouge beaucoup autour de toi. Comme je te comprends. Parce que tu te sens aligné. Première question, qu'est-ce qu'être aligné pour toi, Soraya? Je dois allumer? Non, c'est bon. Bonjour à tous. C'est vrai, quand on a fait l'interview, c'est tombé un moment où c'est exactement ce que je ressentais. De là, je le ressens encore aujourd'hui. En fait, moi, j'ai eu énormément de chance. Il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'inattendu. Il m'a dit, tu sais, tout être humain a une part de divin en lui. Et c'est très concret. Il y a cette part de conscience divine dans chacun d'entre nous, et que l'objectif de la vie, c'est d'expérimenter cette part de divin en nous. Et ça m'a énormément parlé, parce qu'il ne s'agissait pas de croire quelque chose, enfin, c'était pas quelque chose de philosophique, il m'invitait à expérimenter. Je lui ai dit, je veux bien expérimenter. Et il m'a dit, ok, assieds-toi et ferme les yeux, porte ton attention sur le cœur et médite. Et ça a été vraiment une révélation, parce qu'on peut réellement expérimenter cette dimension. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Quand je l'ai expérimenté, je me suis dit, je veux que ma vie soit ça, je veux tout le temps ressentir ça, je veux être connectée à cette dimension. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas évident, même si c'est là, c'est tout le temps là, et ça ne peut pas être altéré, quel que soit ce qu'on fait dans notre vie. Mais on ne l'expérimente pas toujours, on ne le ressent pas forcément. Donc à partir de là, c'est devenu une quête, et que je voyais de manière très intime. Mais très vite, tu parlais tout à l'heure de l'expérience de banque d'affaires, j'ai senti cette dissonance directe en étant dans cet environnement-là, et je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas aspirer à ça intérieurement et vivre tout ça extérieurement. Et là, en fait, j'ai embarqué dans un autre cheminement qui donne pour moi beaucoup plus de sens. C'est que le cheminement intérieur devait totalement se refléter à l'extérieur, et que ça va se passer dans mon travail, ça va se passer, je ne savais pas que j'allais entreprendre à l'époque, dans ma vie de famille. En fait, chaque occasion doit être une occasion où je peux développer cette connexion-là. Et les difficultés, c'est le meilleur moyen, parce que ça pousse à se transcender et à vivre cette expérimentation encore plus. Donc, pendant ce cheminement-là, le mode de fonctionnement que j'ai développé, et du coup avec lequel je vis aujourd'hui toutes mes aventures entrepreneuriales et tout ce que je vis autant que dirigeante, c'est que j'ai une seule manière quasiment de prendre des décisions, c'est d'écouter mon cœur. Je suis pourtant quelqu'un de très logique. Donc avec mes associés, on va peser le pour et le contre, on va discuter, avoir tous les raisonnements, mais on a toujours la même question à la fin, mais au final, comment tu le sens? On se le dit l'un à l'autre. Et quand il y a un truc où c'est pas ça, on se dit stop, peut-être que c'est pas encore le moment. Et à contrario, parfois des choses qui sont des opportunités qui peuvent paraître hyper risquées ou hallucinantes, au contraire, quand on le sent, on se dit on trace. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, cette dimension du cœur, et en fait, on l'a vu en filigrane à travers les différents exposés, c'est une connexion à une autre dimension qui n'est pas conditionnée par notre mental, notre éducation, notre croyance, tout le paradigme de la réalité dans lequel on vit, et qui est quelque part illusoire. J'ai l'impression qu'à travers le cœur, on a accès à ces dimensions infinies, à une information qui est disponible mais pas visible. Et ce qui est chouette, c'est qu'en expérimentant, en tout cas moi dans ma vie, forcément ça a renforcé énormément ma foi dans cette dimension-là. Donc j'ai eu des grands moments de doute et assez compliqués dans l'aventure entrepreneuriale, mais ça a toujours été une boussole. C'est comme si, peut-être une image pour que ce soit un peu plus clair,
pour moi, cet objectif de vie, c'est-à-dire expérimenter ce divin, le manifester dans ma vie et faire en sorte que ça se manifeste autour de moi, pour moi, c'est ça ma contribution quelque part au monde, bah, c'est comme si je l'avais rentré dans un GPS. C'est le GPS de ma vie. Donc il y a un chemin et tout ce que je vis autour, dans mon boulot, dans la famille, c'est des éléments du paysage. Il y a forcément des sorties de route, sauf que quand on fait des sorties de route, on finit par le sentir. C'est caouteux, c'est pas fluide, c'est pas... Et c'est ça ce que j'entends par alignement, c'est-à-dire que je me sens alignée à chaque fois que je sens que je suis sur ce chemin-là. Et même quand je dérape, bah, c'est pas grave, c'est une expérience, il y a toujours un learning dedans. Et ce qui est génial, c'est que le GPS est toujours actif tant que je ne l'ai pas désactivé. Donc dès que je remets l'intention et à l'envie à nouveau d'y retourner et dire « Attends, là je suis perdue, j'ai besoin de... » Je re-questionne mon cœur en me disant « Ok, j'ai besoin de guidance, là j'y vois pas clair. » Bah, ça se déroule. Pour moi, c'est ça l'alignement. Tu m'as parlé lors de notre interview de la Niyya Hasana. Est-ce que tu peux nous en parler et en quoi elle éclaire ta vie de manager? Bah, Niyya Hasana, pour moi, c'est un peu une canne à pêche, en fait. C'est la canne à pêche que je lance dans l'univers pour manifester ce que j'ai envie de voir dans ma vie, ce que je veux devenir. Et en fait, pour moi, c'est un outil hyper concret, encore une fois, rien de philosophique. J'ai l'impression que c'est que comme ça réellement que ça fonctionne. C'est que ce qui est attendu de nous en tant qu'êtres humains, c'est qu'on a un incroyable potentiel, on a un incroyable pouvoir de co-création. Mais il y a peut-être des modalités pour activer consciemment ce pouvoir de création. Et pour moi, Niyya, c'est le point de départ. C'est de poser cette intention ferme et en même temps subtile, ce qu'on appelle en Orient le sankalpa. Intention vers une direction à laquelle je veux aller. Après, donc ça c'est la canne à pêche. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que les choses vont se manifester. Pour moi, il y a un autre ingrédient, c'est avoir une foi réellement forte que, à partir du moment que j'ai posé l'intention, la manifestation est déjà en cours, même si je ne la vois pas. Tu vois, il y en a qui disent « pray until something happens ». Souvent, les problèmes, c'est qu'on change d'idée, on doute, on n'y croit plus, du coup, on lance plein de cannes à pêche. On retire celle-là avant même d'attraper quelque chose. Donc pour moi, il y a maintenir cette foi dans le process, que c'est en gestation, que c'est en train d'émerger, faire confiance. Et puis, dernier aspect très important, c'est que le résultat ne m'appartient pas. Et ça, dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'échecs. Nous, on s'est planté sur plein de trucs. Mais à aucun moment ça a été désastreux. Souvent, ça a été énormément d'apprentissage. Donc je me dis, je mets Niyya, je patiente, j'accompagne le mouvement parce qu'il y a des moments où il faut faire des choses. Pour moi, c'est en étant dans cette coopération. Et puis, quand le résultat va se manifester, je l'accepte tel qu'il est. Si ça va dans le sens que je voulais, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il y a un enseignement et je prie pour que je puisse le comprendre. Ce n'est pas toujours évident. J'ai une dernière question pour toi. Si tu as des recommandations à faire aux jeunes et aussi aux moins jeunes qui nous écoutent, ce serait quoi, tes recommandations? Ma recommandation, déjà, première chose, c'est prenez conscience qu'on vit une époque qui est incroyable, qui est franchement géniale. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, le fait que la science vienne corroborer un nouveau paradigme, c'est juste incroyable. Et il y a 20 ans, tout ça, c'était des chimères. On parlait de méditation, il ne fallait pas en parler, on allait me prendre pour une folle. Donc, je trouve qu'il y a cette invitation à dire on peut agir sur la réalité. Ok, on voit un monde qui ne nous plaît pas, le monde de l'entreprise, peut-être. Il y a plein de choses qui sont rédhibitoires dedans. Le monde qui nous entoure, la réalité géopolitique, il y a plein de choses qui nous horripilent et qui font qu'on se sent impuissant. Mais en vrai, on ne l'est pas. On ne l'est absolument pas impuissant. Et pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on peut réellement tous apprendre à utiliser notre pouvoir, à créer notre destinée, la destinée du monde. Et, en fait, le nouveau paradigme, jusque-là, on croyait ce qu'on voyait, et la réalité déterministe, et que pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de leur dire, commencez par croire pour voir ce que vous avez envie de voir. Et il y a des outils très concrets, très disponibles, et dès qu'on pose l'intention, de toute façon, les choses se manifestent.
En tout cas, j'y crois. Merci Soraya. Merci. Alors hier soir, on s'est retrouvés tous ensemble et tu es dans les 9 minutes, tu vois. Chacun, nous avons une répartition de 9 minutes. Vous savez que c'est très important pour un chef d'entreprise d'être dans les temps. Tu es dans les 9 minutes, super. Merci beaucoup Soraya. Bien, je passe au deuxième dirigeant, Mehdi Bahraoui, Jazouli, est père de trois garçons et d'une toute petite fille, toute petite dernière. Il préside aux destinées du groupe Ecolis, qui gère 2 pôles d'activité, un pôle food, qui est un ensemble de sociétés autour de la boulangerie, pâtisserie au travers de l'enseigne Paul, et le pôle green, qui déploie des activités autour de l'eau et de l'environnement. Le groupe emploie 1600 collaborateurs sur le Maroc. Mehdi, quand je t'ai interviewé, ce qui t'a fait réagir après avoir connu des moments difficiles dans ton entreprise, tu dis qu'il y a urgence. Dans ce monde où les problématiques du climat, de la géopolitique, de la démographie, de l'environnement social se cumulent et deviennent plus complexes. Quel a été d'abord ton réflexe d'entrepreneur et quelle a été ta part de colibri, comme tu dis si bien, lors de notre échange? Je vais revenir un petit peu en arrière. Effectivement, je suis passé par une période très difficile en 2004. On a vécu une crise financière très grave. Le groupe, les sociétés ont failli disparaître. Et donc mon château, toute ma construction faite de certitudes s'est un peu effondrée. Et à partir de là, il fallait reconstruire, il fallait se battre, et ça a été une traversée du désert. Donc perte de sens, perte de certitude, perte de tout. Après avoir reconstruit, les choses sont reparties de l'avant, on se remet à grandir, on se remet à être rentable, etc. Mais là encore, il y a quelque chose qui s'était brisé et je n'arrivais pas à retrouver du sens. Jusqu'à 2016-2017 où je me suis confronté à différentes formations et j'ai lu des livres et j'ai découvert qu'il y avait une autre façon de voir les choses qui m'a parlé profondément. Il y a eu un espèce de flip-flop à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à écouter le monde et à voir effectivement ce monde qui est en train de partir dans des tensions, des zones de risque importantes, comme tu les as citées. Et puis, j'ai développé une vision beaucoup plus humaniste. Et donc, je me dis, on ne peut plus être égocentré, on doit être en quelque sorte humano-centré. C'est-à-dire que notre action doit être portée par la vision humaniste des choses. Et du coup, on ne peut pas, quand on entreprend, ne pas avoir de sens dans ce qu'on fait de contribution. D'abord, aller vers l'essentiel. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire tout ce qui est un petit peu futile, qui n'est pas prioritaire. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers ce qui est prioritaire pour l'être humain et pour le monde? Donc, faire ses choix. Je prends l'exemple de Paul. Aujourd'hui, l'enseigne Paul se développe, mais on s'est dit comment démocratiser l'accès à la qualité, comment donner la chance au plus grand nombre d'avoir une qualité, une sécurité alimentaire. On a créé une enseigne il y a 5 ans qui s'appelle Chopin, une enseigne marocaine qui se développe très vite dans les supérettes et les supermarchés pour essayer justement d'élargir notre cible. Le deuxième axe, à part aller vers les essentiels, c'est aussi comment être responsable dans son action de tous les jours, donc en termes d'empreinte écologique, en termes d'impact social. Et là, par exemple, on a fait une deuxième usine qui est une Green Factory qu'on a poussée un peu à l'extrême, qui fait qu'elle est la première usine certifiée EDGE, qui est un label Banque mondiale, EDGE Advanced, en termes d'économie d'eau et d'économie d'énergie. Donc on a poussé très loin la chose. Et en fait, je réalise que je ne peux plus faire autrement que aller au bout de cette contribution et au bout d'être responsable dans l'action. C'est bon. C'est super. Il a terminé plus tôt que prévu. Tu me surprends, Mehdi. Parce qu'hier, tu me disais, j'aurais peut-être pas le temps, mais là, c'est magnifique. Alors, tu dis que tes entreprises ne sont pas libérées au sens de Isaac Gates, mais tu dis aussi qu'on a une gouvernance libératoire.
dans laquelle tu libères l'action. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, le sens pour moi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le sens de la contribution vers l'extérieur. Qu'est-ce que j'apporte et comment je peux le faire de mieux possible. Mais le sens, c'est aussi comment on le fait à l'intérieur. C'est le how. J'ai parlé du what, il y a le how. Comment le faire de la plus belle des manières en termes de collectif humain que nous sommes dans une entreprise. Et du coup, comment libérer les énergies? C'est mon credo. On ne peut pas se permettre de traiter l'urgence qui se passe et contribuer de la façon la plus efficiente et la plus utile, utilitariste, sans aussi travailler sur notre efficience, c'est-à-dire lever les blocages, alors qu'ils soient individuels comme les égos, comme les tensions inutiles, parce qu'on doit se mettre tous dans la même direction. C'est aussi développer l'intelligence collective. Et tout ça, on le développe par l'apprenance collective. Ça se travaille avec une valeur qui est au cœur de notre entreprise, c'est l'humilité. Parce que l'humilité est une valeur qui éveille et qui ouvre le cœur et qui ouvre l'humanisme dans chacun. Même celui qui a un ego un peu plus fort que les autres va finir par comprendre. Donc c'est à force de créer toute cette formation, co-formation et imprégnation mutuelle que les uns et les autres s'ouvrent et finalement on fluidifie et on développe cette intelligence collective qui fait qu'on accède à une force et une puissance beaucoup plus importante qu'on le croit, et souvent les personnes sont, moi-même et les personnes autour de moi sont étonnées qu'on puisse gérer autant de complexité à la fois. Et le dernier point aussi, pour libérer ces énergies, c'est la pensée. La pensée séquentielle est souvent un peu limitative et lente. Et donc j'essaie de développer depuis plusieurs années la pensée systémique, immersive, pour aller plus vite dans la complexité. Donc absorber plus en le faisant plus vite. Et là aussi, c'est un entraînement quotidien, tous ensemble, de développer ce genre de pensée, mais aussi la pensée paradoxale, parce que le paradoxe permet le court-circuit, permet de trouver des étincelles que parfois on met du temps à trouver dans une pensée rhétorique, et puis et développer l'intuition aussi, l'accès à l'intuition, voire la fulgurance. C'est-à-dire on s'est dit pourquoi ne pas laisser l'intuition venir. On est souvent, quand on est tous ingénieurs ou autres, on est un peu bloqué par ça. Et en fait, la notion d'irrationnel. Et je pense qu'on est tous ouverts, comme le dit Soraya, on a tous ce divin en nous, et j'en suis convaincu aussi. Et donc il faut que chacun laisse exprimer sa part divine, sa part d'inconnu, et de s'ouvrir à ce qui vient. Donc c'est un petit peu, alors là je l'ai un petit peu séparé, c'est tout en même temps. Donc c'est comme une recette de cuisine, on met de l'intelligence collective, on met de la libération d'énergie, on met de la pensée, des différentes sortes de pensées, et on mélange tout ça, et à force de pratiquer, il y a des choses qui se passent, et des choses que je n'ai même pas prévues, et des choses qui sont parfois merveilleuses. J'ai une question qui n'était pas prévue, c'est la question de la confiance. C'est comment tu crées de la confiance à l'intérieur de ton entreprise? Alors, comment dire ça? En fait, il y a une abscisse. Il y a d'un côté la peur et de l'autre la confiance. Plus j'ai confiance en moi, moins j'ai peur, et plus j'ai peur, moins j'ai confiance en moi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que je ne l'ai pas dit, mais je me suis beaucoup transformé depuis 2004. Et je ne cesse de me transformer, et je ne sais pas dans 2 ans qui je serai. Et donc je suis ouvert à ça, à cette transformation permanente, perpétuelle, parce que je la vis depuis des années, donc elle est rentrée en moi comme une capacité qui me dépasse, et je l'accepte. Et du coup, cette capacité de transformation, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de moins en moins de peur et de plus en plus de confiance. Mais ce n'est pas confiance en moi, c'est confiance en la vie. C'est-à-dire confiance en la danse qu'il y a entre moi et la vie, entre la vie et moi. Et cette confiance qu'il y a, qui devient de plus en plus intime, et qui devient de plus en plus... finalement la peur tombe, et donc du coup j'essaie de communiquer cette confiance à l'ensemble de l'équipe, des collaborateurs, et même ça va plus loin, ça c'est pas que les personnes qui me reportent, mais de plus en plus dans l'entreprise, c'est de cultiver ce côté-là. C'est aussi de cultiver l'esprit entrepreneurial, c'est laisser les idées fuser, c'est faire du mode pilote, c'est de faire qu'il n'y ait plus de peur dans la compagnie. On ne sanctionne pas dans la compagnie. C'est une société, en anglais, j'ai vu un titre d'un livre qui s'appelle The Fearless Company. C'est vraiment une compagnie sans peur, parce que la peur bloque, la peur ramène au mécanisme, au mécaniciste. Et par contre, l'absence de peur ouvre à des champs de perception et de pensée qui sont beaucoup plus forts. Et donc, du coup, enlever la peur, c'est libérer. Donc c'est pour ça que je parlais de libératoire. C'est aussi une des
j'ai parlé d'humilité, mais aussi d'enlever la peur et donc la sanction. J'ai une dernière question. Est-ce que comment tu te définis comme un véritable leader par le sens? Est-ce que tu te définis comme un véritable leader par le sens? Alors oui et non. Ça fait 10 minutes ou 5 minutes que je parle de sens, ou 7 minutes 30, que je parle de sens et d'une rhétorique du sens. En réalité, il y a aussi le non-sens. Je pense qu'il y a une zone où il n'y a pas de sens. Quand j'entends hier « l'univers n'a pas de sens », la réponse de l'univers c'est 42, l'absurdité de l'univers, etc. Je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se construire un sens comme une construction mentale, par un besoin humain d'avoir du sens? Et finalement, je visite aussi le non-sens, qui est la présence. Et d'ailleurs, je fais un jeu de mots, c'est présence, c'est pré-sens, donc c'est avant le sens. Du coup, dans cette présence, on touche ce côté un peu divin, on est dans l'instant, on accueille l'instant comme il vient, on est un peu dans la soumission, l'islam, on accueille les choses comme elles viennent, et on s'alimente de ça, et on fait du mieux qu'on peut à chaque instant. Et finalement, la beauté, c'est de faire le mieux, c'est pas de réussir. Et quand on fait au mieux, si la réponse de la vie est différente de ce qu'on attendait, on change et on va ailleurs. Du coup, ça rejoint un petit peu Ndironia, c'est-à-dire que d'être dans une volonté positive, une intention positive sans attente, sans objectif. Et peut-être l'objectif va venir de lui-même. Voilà. Et donc à la fin, sur ce paradoxe entre sens et non-sens, moi j'essaie de naviguer un peu. Ça me protège des dogmes et de l'incertitude. Et de la certitude, pardon. Et en fait, l'incertitude devient mon ami. En fait, l'incertitude devient une compagne. Pourquoi? Parce que dans un monde incertain, et même dans un monde où le mental parfois nous fait des pièges, il vaut mieux être ami avec l'incertitude que la certitude. Et du coup, on navigue sur le paradoxe. Et je vis très bien avec le paradoxe. Mes collaborateurs me surnomment le leader paradoxal pour rigoler. Mais en fait, c'est vraiment pour moi fondamental de vivre avec ce paradoxe. Merci beaucoup, Mehdi. Alexandre Gérard. Bonjour. Bonjour. Tu as 53 ans et père de 5 enfants. Après 15 ans de direction Command and Control de ton entreprise, tu engages en 2010, toi et tes équipes, une démarche de libération, inspirée par Jean-François Zoubry, l'ancien patron emblématique de la fonderie Favi, et Isaac Gates, le co-auteur de Liberté et compagnie. Ton objectif, créer un environnement bienveillant et nourricier qui permettra aux équipiers de mieux s'épanouir et de s'engager. Au final, l'organisation devient plus agile et plus performante. Tu as revendu les sociétés que tu as créées et tu as créé une société, Innovon, qui accompagne des organisations à la transformation collaborative. En 2009, voilà une année où tu as été secoué. Tu t'es retrouvé au fond du trou avec une dizaine d'entreprises à gérer que tu as toi-même initiées. Ce sont en quelque sorte tes bébés. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Avec plaisir. Pour commencer, peut-être, comme beaucoup de personnes dans cette salle, j'ai eu une chance incroyable, c'est d'être patron de boîte, d'être créateur d'entreprise. Ça a été dans ma vie quelque chose d'absolument génial. La première a commencé en 95. Je sors de mon service militaire et dans un bungalow de chantier, je vais avoir la chance de créer la première boîte. Et comme j'adore ça, je vais en créer une deuxième, une troisième et jusqu'à une dizaine. Et ça va être juste quelque chose dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Pour vous dire à quoi ça ressemblait mes lundis à l'époque, 10 entreprises dans le groupe, je passais 1 heure de codir pour chacune des boîtes, 10 heures de codir tous les lundis, et j'adorais ça. Je me disais, moi je suis un mec bien, je suis un mec... Voilà.
Bon, j'avais pas grand-chose à ce moment-là, mais et en 2009, je prends une énorme baffe. C'est une année où on devait faire, donc on était 450 là encore il y a quelques temps, mais on était arrivé à peu près à 300 personnes. Et plutôt que de faire plus 35 de budget, on va faire moins 34. Ça va être assez compliqué à gérer et malheureusement, il va falloir à ce moment-là licencier beaucoup de monde pour qu'on puisse survivre. Et ça va créer chez moi un traumatisme très important. Je vais très, très mal vivre les choses. Je ne voulais pas, plus jamais, avoir à virer des gens que je n'ai pas envie de virer. Ça va devenir obsessionnel pour moi. Et comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, ça va être l'occasion pour moi d'une rencontre avec Jean-François qui va changer ma vie. Mais la changer fondamentalement, cet homme-là va m'offrir une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle manière de regarder le monde. Et ça va être juste dingue. Et donc ça fait depuis 2010 qu'avec cette équipe, mon équipe, on va réinventer la façon de faire société dans cette entreprise. On va rentrer dans une dimension collaborative et depuis ce jour, tous les ans, l'entreprise va faire mieux, encore mieux, beaucoup mieux et ça va être juste magique, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé et peut-être pour résumer en une phrase, je suis allé dans cette démarche pour transformer mon organisation et c'est ma vie entière que j'ai transformée. Merci. Tout à l'heure, le public a vu un livre que tu as écrit. À quel moment tu l'as écrit, ce livre-là? Le patron qui ne voulait plus être chef. J'ai écrit ça il y a 7 ans maintenant, en 2015. Après la transformation, C'est ça. Pour en dire peut-être encore un petit mot, je me suis vite rendu compte que pour faire cette transformation, moi qui prenais beaucoup de place, il a fallu que je me retire de l'exploitation pour réussir à ce que ça fonctionne. Et en 2012, j'ai réalisé un rêve de gamin. Je suis parti avec ma famille pendant une année faire un tour du monde. Pendant une année, j'ai laissé les clés et je leur ai dit, je vous fais confiance et je reviens dans un an. Et quand un an après, je suis revenu et que l'entreprise marchait mieux que quand j'étais là, ça m'a piqué un peu, mais ça a été assez formidable. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens d'essentiel dans ce qui t'est arrivé? Alors, 1000 choses, mais je peux peut-être faire un point sur 2 éléments importants. La première, c'est que j'ai compris ce que c'était qu'une organisation collaborative. Alors, je peux peut-être partager ça avec vous si vous voulez. Ce n'est que ma lecture, je n'ai pas de vérité, hein, je vous propose juste un regard. Dans ma compréhension, si dans une organisation conventionnelle, l'objectif de l'équipe de direction, c'est d'obtenir un résultat, et pour ce faire, elle met en place une exécution, eh bien, dans une organisation collaborative, l'objectif de l'équipe de direction, c'est plutôt de favoriser le développement d'épanouissement dans l'organisation. Et si on y arrive un petit peu, la conséquence, c'est que les gens vont s'engager plus. Et s'ils s'engagent plus, la conséquence, c'est que l'organisation sera plus agile. Et si l'organisation est plus agile, la conséquence, c'est qu'elle sera plus performante. La performance est donc à voir comme une conséquence et plus un objectif. La performance est donc à voir comme une conséquence et plus un objectif. Voilà. Ça, c'est vraiment le point le plus important pour moi. Et puis, il y en a un deuxième que j'aimerais vous partager, mais pour ça, j'ai besoin de vous. On va jouer ? Je propose pour ceux qui souhaitent de mettre les mains comme ça. Et vous regardez bien, je vais vous demander de faire ce que je vais vous dire, d'accord ? Je vais compter 1, 2, 3, et ensuite je vais dire clap. Et quand je dis clap, vous clapez. C'est ok ? Ça va ? Vous êtes prêts ? Regardez-moi bien. 1, 2, 3, clap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ça, c'est la deuxième leçon que je retiens. C'est que dire fait rire, faire fait taire. L'important dans tout ce genre de transformation, la seule chose qui est importante, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez incarner, c'est le chemin que vous allez ouvrir
Et peu importe les messages qui vont entourer tout ça, la seule chose qui est importante, c'est ce que vous faites. Merci de m'avoir aidé pour ce point. Si tu permets, j'ai une dernière question. Quelle est ta mission de vie? Comment tu peux la décrire, cette mission de vie? Alors pour arriver là, j'ai encore besoin de vous. Je suis désolé s'il y en a qui voulaient... J'ai une question. Qui parmi vous aurait pu imaginer, qui parmi nous aurait pu imaginer, il y a encore 5 ans, que des citoyens américains prennent d'assaut le Congrès? Qui parmi nous aurait pu imaginer, il y a 5 ans, les rues des grandes capitales mondiales désertes pendant des semaines avec le Covid? Qui parmi nous aurait pu imaginer que nos enfants aujourd'hui fassent leur devoir assistés d'intelligence artificielle? Qui parmi nous aurait pu imaginer qu'un seul homme disrupte en 20 ans 2 industries incroyables? L'aérospatiale, 80% des vols aujourd'hui sont opérés par SpaceX, et l'industrie automobile, probablement que le modèle Y sera la voiture la plus vendue cette année. Qui parmi nous aurait pu imaginer qu'il y a quelques semaines, nous dépassions les 6 des 9 piliers qui soutiennent la vie sur cette terre? Qui parmi nous aurait pu imaginer le Brexit, la guerre en Ukraine, le conflit en Palestine? On pourrait faire des pages et des pages et des pages. Probablement pas beaucoup. Ça a été évoqué tout à l'heure. On est de plus en plus nombreux à penser que le monde entier est en train de devenir VUCA, cet acronyme des militaires américains introduit dans les années 90 pour décrire le champ de bataille. Je le rappelle, volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que c'est la société entière qui devient VUCA. Et je pense même qu'on peut lui mettre une exponentielle parce que l'intensité va continuer de grandir. Alors, dans ce contexte, c'est quoi la plus grande force d'une organisation? Évidemment, son agilité. Évidemment que l'organisation Command and Control fera moins le job. Mais je me réjouis de tout ça. Je me réjouis de vivre ce moment incroyable de transformation. Et pour expliquer ça, je voudrais encore remercier Jean, ce connecteur incroyable qui a organisé cette rencontre. Grâce à lui, j'ai rencontré Guibert, il a été cité aussi, Guibert Delmarmol. Et il raconte une toute petite anecdote qui est juste magnifique. On est en 2004, au lendemain du tsunami qui, vous le savez, a fait 240 000 morts en Indonésie. Et là, il rencontre un maître soufi et lui demande « Mais c'est quoi le sens de tout ça ?» Et le maître soufi va lui répondre « Un nouveau monde va bientôt naître. Nous venons de perdre les eaux et les premières contractions vont bientôt apparaître. » Eh bien, c'est simplement ce que nous sommes en train de vivre. Oui, les contractions sont là. Elles vont être de plus en plus violentes. Mais je me réjouis immensément de la naissance qui va arriver derrière. Alors c'est là que ma mission de vie s'inscrit. J'ai l'impression que je suis sur cette terre pour une chose, c'est d'être une sage-femme. Bon, si ça fait regaler, je vais dire un mailloticien, si vous préférez. En fait, permettre au nouveau d'advenir. Je pense que c'est ma petite part de colibri, aider le nouveau à advenir. Et je le fais de 2 manières aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu besoin de me réaligner et que j'ai cédé les entreprises du groupe. La première, c'est de partager tous les apprentissages que j'ai faits dans les organisations collaboratives. Il y a beaucoup d'organisations qui se transforment aujourd'hui. Et puis la deuxième, je suis passionné par la réinvention du schéma sociétal, passionné par ça. Et si jamais il y en a d'entre vous qui ont envie de papoter là-dessus, on peut se retrouver ce midi ou cet après-midi, si vous voulez. Ça s'appelle l'économie régénérative. Et c'est quelque chose que j'ai la chance incroyable d'expérimenter dans un lieu près de Nantes. Dans une... voilà. C'est juste ça qui est très important pour moi dans la vie. Merci. Merci beaucoup, Alexandre.
notre quatrième dirigeant, c'est Olivier Beau. Tu es papa de 5 filles. Tes origines sont paysannes et d'une famille de classe moyenne, militante et humaniste. Tu as commencé ta vie professionnelle sur le terrain avec un CAP de soudeur dans de nombreux chantiers en parallèle de tes études depuis l'âge de 16 ans. Tu as gravi les échelons, jeune ingénieur, tu as très vite occupé des postes de management d'entités de grosse taille, puis de direction d'usine, puis CIO d'Aluminium Péchinet et CIO d'Alcan pour l'Europe, qui sont des grosses entreprises pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Tu as quitté pour un désaccord stratégique pour lancer une LBO sur une grosse usine menacée de fermeture. Devant le refus des vendeurs, tu as changé de trajectoire et tu as créé 4 startups, dont Energy Pool, qui est aujourd'hui ton plus gros succès avec près de 300 collaborateurs, une implantation dans 15 pays et 40% de croissance par an. Alors Olivier, explique-nous comment on fait pour passer d'un CAP soudeur à président d'une entreprise implantée dans 15 pays. Ça va être un peu compliqué. En 3 minutes. Je pense que les quelques, avec un peu de recul, les quelques lignes directrices, la première, c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est de passer au concret. Alors après les 2 jours que je viens de vivre, voilà, c'est terre à terre. Hein. Quand on est soudeur, on met en forme la matière. Après, j'étais fondeur, je faisais de la métallurgie, je coulais des grosses pièces, j'étais lamineur, on faisait des ailes pour les avions d'Airbus, etc., etc. Et donc, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de bien faire le travail et de chercher son utilité et puis de passer au concret. J'ai jamais imaginé un jour l'étape suivante. Et l'avantage, c'est qu'on ne s'occupe pas de sa carrière et de l'étape suivante. On s'occupe de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, le jour où il a fallu quitter la tête de grandes sociétés et de postes prestigieux, ça ne m'a rien coûté, c'était évident dans ma tête, ça ne m'a jamais intéressé. Et donc, je suis reparti dans ma cuisine, pour de vrai, pour recréer 3 ou 4 sociétés. Et au passage, j'essaie d'acheter une grosse usine que Alcan voulait fermer. Et ce qui m'a passionné dans ces moments, ce qui m'a toujours guidé, le sens de l'entreprise est passionnant parce que dans l'entreprise, on fait. C'est un endroit où on transforme. C'est un endroit où il faut qu'on règle les problèmes de complexité. C'est-à-dire que c'est concret, quoi. Il y a un accident, il faut que ça redémarre. Il y a un syndicat qui met en grève, il faut qu'on sorte de la grève. Au manque de fric, il faut trouver du fric, quoi. Enfin, c'est simple. C'est ça l'entreprise. C'est ça qui est passionnant. Et par rapport au sens, peut-être pour faire le lien avec les 2 jours qu'on vient de vivre, ce qui est assez intéressant dans cette aventure d'entrepreneur, c'est que finalement, je reviens sur le mot patron ou chef. Alors je ne sais pas si c'est patron ou chef, mais plus c'est complexe et plus on a besoin de chef. Et on a besoin, pas de n'importe quel chef par contre, et on a besoin de chefs qui donnent le sens. On a besoin de chefs qui proposent des manières de travailler collaboratives ou autres. Puis on a besoin de chefs qui soutiennent. Donc c'est plutôt la manière d'être chef qui me paraît importante, mais plus on avance et plus on a besoin de chefs, contrairement à ce qu'on croit. Tu as fait bien, parce que c'est 2 minutes 30, c'est pas mal. J'ai un crédit alors. Parfait. Alors, je pense que la deuxième question est passionnante. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ta vie? Et qu'est-ce qui t'a enrichi? Parce que je crois qu'il y a un lien avec le Maroc. Alors, le lien avec le Maroc, je le donnerai à la fin.
Je vais entretenir le suspense. C'est une belle histoire. Ce qui m'a motivé, c'est d'avoir du positif. C'est que j'ai eu une vie où j'ai vu beaucoup de positif. Quand on voit, j'ai sauvé une quinzaine d'usines, mais c'est pas aussi bisounours quand même que ce que j'ai entendu là. Alors peut-être que j'ai un appétit pour les terrains de combat, mais quand on vous demande de fermer 3 sociétés en 3 mois et que vous cherchez à les sauver, c'est pas une opération tranquille. Hein. Ça m'a valu des menaces de mort, des vraies. J'ai dû être protégé ou me protéger. Ça m'a valu beaucoup d'inimitié parce qu'on n'est pas toujours copains avec ceux qui nous donnent des ordres. Et donc, le premier plaisir, c'est de se rendre compte que quand on est tenace et quand on a un but, finalement, ça marche. Mais c'est quand même un sport de combat, hein, le sport d'entrepreneur. C'est d'abord un sport de combat, et de plus en plus un sport de combat. La finance est un monde dur, l'international est un monde difficile, les grandes sociétés n'ont aucun scrupule pour tuer les petites, enfin, c'est quand même comme ça que ça se passe. Hein. Donc il faut le savoir, il faut être armé, parce que sinon on n'ira pas. Des grosses difficultés, j'en ai connu, je peux en raconter plein, des accidents où j'ai fait mourir, des explosions, des trucs. Mais j'ai eu dans ma dernière société 3 ans qui ont été compliqués. Pendant 5 ou 6 ans, on a eu des difficultés, on a frôlé la faillite, etc. Puis il y a un moment où ça décolle. Et ça s'appelle la fin du tunnel de la mort dans les startups. C'est bien connu dans la littérature. Et à ce moment-là, vous avez plein de gens qui vous tombent dessus et qui rêvent de vous piquer votre entreprise. C'est le bon moment. Vous êtes fatigué, exsangue, épuisé, vous ne rêvez plus que de vous mettre en vacances. Et là, le succès arrive, et là, les salopards arrivent. Donc les salopards, je les ai d'abord eus dans mes associés, qui ont tenté 2 putschs en 2 ans. Et ensuite, je les ai eus dans mes actionnaires, qui ont tenté de me saborder ma boîte. En 2020, Covid, sabordage, et mon épouse qui était à la maison en train de mourir. Quand on sort de ça, on cherche l'essentiel. Ça veut dire que ce n'est pas facile, quand même. Ça veut dire qu'il ne faut pas être des bisounours. Et du coup, j'ai repris la main après m'être mis en retraite. Je me suis mis en retraite cette année-là, j'avais l'âge. Et là, j'ai décidé de reprendre la main pour relancer la société, pour racheter mes actionnaires qui n'étaient pas que des bisounours, et pour me dire, maintenant, mes années sont comptées, il faut que je passe le relais. Et là, la question du sens et de l'énergie, où on baisse les bras, où on repart. Et donc, j'ai décidé de repartir. Et ce lien avec le Maroc, tu veux le laisser encore pour plus tard ou... Alors, Parce que ce lien très impatients. Enfin, je suppose, moi je connais, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est impatient de ce lien avec le Maroc, la baraka du Maroc. Et ce qui me motive finalement dans ces aventures, ce qui me motive fondamentalement, c'est le sens. Je pense qu'il est beaucoup plus simple que tout ce qu'on s'est raconté pendant 2 jours. Le sens, c'est de s'intéresser aux gens, puis en plus à la planète maintenant. Et finalement, est-ce qu'on est en train de s'intéresser au bien commun ou est-ce qu'on est en train de s'intéresser à son bien personnel ? Et toutes les bagarres qu'on voit aujourd'hui, qu'elles soient dans le commerce, dans le business ou l'international, elles sont finalement de cette nature-là. Hein. Donc, le sens est passionnant et dans l'entreprise, finalement, je les ai toujours structurés. J'ai présidé une quinzaine de sociétés. Finalement, je les ai toujours structurés avec une expression du sens. La société d'aujourd'hui, pour nous, c'est fournir de l'énergie au plus grand nombre, le moins cher possible, avec le moins de CO2 possible. Le Graal. Le Graal. Donc ce sens-là, il est motivant pour plein de monde. La base de la pyramide, c'est collaboratif, agilité, plaisir de vivre, etc. Mais au milieu, c'est la vie dure, c'est x30 en 2030. x30 en 2030. On est déjà 300 et donc ça va faire et donc c'est l'aventure.
Et donc, ce qui me motive, c'est quand même ces challenges. Et ce qui motive mes équipes, c'est ces challenges. Et le lien avec le Maroc, c'était il y a une quarantaine d'années. J'avais une tante qui était religieuse et marocaine, beaucoup plus que française. Elle est morte au Maroc et enterrée au Maroc. Et elle avait repéré un jeune dans le désert du sud du Maroc. Elle l'a aidé à aller au collège. Elle l'a aidé. Donc, il était fils d'un Touareg qui s'est sédentarisé. Et elle l'a envoyé en France pour faire des études. Et ce jeune est arrivé, Ahmed, est arrivé dans notre famille, et finalement c'est un frère. Il était dans toutes nos aventures, nos mariages, nos décès, tous les grands moments. Il est devenu prof de physique nucléaire à Polytechnique. Il essayait de m'expliquer, moi la physique nucléaire, j'ai jamais trop compris, donc je lui disais, Ahmed, ça doit être important, mais désolé, ça doit être important. Et donc ce gars-là m'a inspiré toute ma vie. Parce que il y avait un pont entre les musulmans et les chrétiens que je découvrais. Je ne connaissais pas ni le Maroc ni les musulmans. Et j'ai découvert finalement des fondamentaux humains qui étaient les mêmes, voire même remarquables pour ce qui le concernait. J'ai découvert quelqu'un qui avait aucun protocole. Il rentrait dans le bureau d'un ministre, se tutoyait. 5 minutes après, il était dans son village en djellaba et il s'occupait de ceux qui n'avaient rien. Et finalement, il n'y avait pas de frontières, pas de limites, pas de protocole. Et une simplicité et une attention à l'homme. Il était toujours. Je me souviens d'un jour, on était à Marrakech. J'aurais pas dû citer où d'ailleurs, parce que ça peut être un peu gênant. Mais il me fait visiter la société des eaux qui régule le réseau des eaux dans la montagne. C'est important quand même l'eau ici. Et c'est lui qui avait écrit la thèse du directeur en question, parce que le directeur n'avait pas bon niveau. Et puis donc, il voit sur un écran, et il dit mais d'Ivoire, là, t'es pas en automatique là sur ton pilotage des vannes. Lui dit non, écoute, le système est en panne. Il me dit c'est curieux, chaque fois que je passe, le système est en panne. Ça veut dire que l'eau, tu l'envoies peut-être vers des copains. Et le gars rougit, c'était le directeur de la régie des eaux, il rougit, il lui dit écoute, tu fais plus jamais ça. Si jamais je repasse et que je vois que tu n'as pas distribué l'eau de manière équitable, je te ferai licencier. Voilà, valeur humaine avant tout, avant la technique. Une dernière question. Tu as un petit peu dépassé le temps, mais c'est une question importante. J'ai compris que tu étais un dirigeant de combat. Enfin, la vie, c'est pas que j'ai compris que ce n'était pas des bisounours. Ouais. Il y a quand même du combat. Mais qu'est-ce qui te ressource, toi, Olivier, dans ta vie au quotidien, d'aller à l'entreprise tous les jours, de motiver les équipes, de donner du sens? Qu'est-ce qui te ressource? Je l'ai un peu dit, ce qui me ressource, c'est le fait de voir que l'entreprise transforme. Et si en plus elle transforme intelligemment et avec du sens, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment la mission essentielle. Aujourd'hui, on travaille, nous, dans l'énergie et le CO2. Je n'ai pas besoin de faire de dessin sur l'utilité que ça peut avoir. Et donc, on est dans une entreprise qui économise à peu près 1 million de tonnes de CO2 par an. On va vers 100 millions de tonnes d'économie. C'est un quart des émissions de la France. Bon, ça ressource, quoi. Le matin, on se lève, on sait qu'il y a un beau challenge. Et puis, à l'autre bout, quand il y a des moments de blues, d'emmerdement, de trucs, et il y en a, ce qui m'a toujours ressourcé, c'est je laisse tomber mon bureau, je laisse tomber les réunions, je laisse tomber les conseils d'administration, je vais voir les mecs sur le terrain. Super. Et quand on va voir les mecs sur le terrain, on revient toujours avec le moral parce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de réussir des trucs, ils voient les choses de manière plus simple et plus concrète. C'est ce qu'on a découvert pendant le Covid avec ceux qui faisaient tourner la machine. Et finalement, ça fait du bien. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je voudrais juste préciser que tu as écrit, ou pratiquement, tu as écrit, et il est tout neuf, il est tout chaud, un livre. Je demande à la régie de le passer. Voilà. Référence points, je pense que c'est en anglais. Voilà. Repère, réussir durablement la mission du groupe Énergie Pool et pérenniser sa culture. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je passe au 5e.
au cinquième dirigeant, c'est Mohamed Hourani. Tu es père de 3 enfants. Je rappelle que tu es connu au Maroc, mais je me permets de te représenter. Peut-être qu'il y a des gens probablement il y a des gens qui ne te connaissent pas. Tu es père de 3 enfants, lauréat de l'Institut national de statistique et économie appliquée à Rabat en 1974. Tu as fondé HPS, dont tu nous parleras tout à l'heure, en 1995. Tu es précurseur de l'expansion de la monétique au Maroc. Tu as réussi à faire de HPS, devenu coté en bourse depuis 2006, un fleuron de l'économie marocaine et un acteur majeur international de l'industrie du paiement. Tu as été élu président de la CGEM pour la période 2009-2012, et d'ailleurs c'est là où on s'est connus. Tu es membre du CESE, et tu as été, par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, tu as été décoré du Wissam al-Mukafa al-Wataniya, de l'ordre de grand officier. Après tout ce palmarès, si Mohamed, je sais que tu as d'autres responsabilités, mais j'ai nommé celles qui me semblaient essentielles par rapport au métier que tu fais, par rapport au sujet du sens. Qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui d'HPS? Salam alaikum, bonjour tout le monde. Merci Moulay déjà de qualifier notre parcours de succès. Moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs de succès pour HPS, mais j'en citerai 3 qui me semblent extrêmement importants et qui consistent en fait à donner du sens à l'entreprise. C'est vrai que l'entrepreneur lui-même doit se donner un sens à sa fonction, à son rôle, à sa mission au sein de l'entreprise, mais il doit aussi veiller à donner du sens à l'entreprise elle-même qui est une personne morale, donc une personne. C'est un être vivant, l'entreprise. Il a une âme, elle naît, donc on parle de porteur de projet, la grossesse, etc., jusqu'à la mort, jusqu'au décès. Et donc, moi je pense que le plus important dans notre expérience, en tout cas au niveau de HPS, ça a été le choix de la vision stratégique de l'entreprise. Parce que la vision stratégique de l'entreprise, en fait, constitue, je dirais, une représentation du futur souhaité de l'entreprise, un positionnement de l'entreprise dans son marché, dans sa vie. Et cette vision stratégique doit être définie de manière très claire, très simple, pour pouvoir la partager avec l'ensemble des collaborateurs, afin qu'ils puissent tous agir dans le même sens. Et donc, je vais partager avec vous cette vision sans rentrer dans le détail. Donc, nous avons défini cette vision sous la forme suivante en disant que HPS est une entreprise de classe mondiale. Donc, on annonce tout de suite l'ambition. Et après, on définit la mission en disant qu'elle est fournisseur de biens et de services innovants. Donc, on se positionne par rapport à l'innovation. Et on dit aussi dans quel domaine, c'est-à-dire on dit dans le domaine du paiement électronique à l'époque. Aujourd'hui, on parle du paiement digital. Donc voilà une vision qui est très claire. Et c'est un repère, c'est un référentiel. Chaque fois qu'on veut prendre une grande décision, on revient à cette vision pour voir est-ce qu'on est conforme ou pas. Et la vision, en fait, est une constante. On ne change pas de vision ni tous les ans, ni tous les 5 ans, et je dirais même ni tous les 10 ans. Je peux vous dire que notre vision que nous avons définie en 1995, le siècle dernier, est toujours la même, aujourd'hui, 28 ans après, au sein d'HPS. En revanche, le deuxième facteur de succès, c'est avoir une bonne stratégie, c'est-à-dire une stratégie dynamique. Contrairement à la vision qui est statique, la stratégie doit permettre à l'entreprise, avec une certaine agilité, donc au niveau de l'organisation, etc., de pouvoir s'adapter à son environnement qui est changeant et qui est imprévisible. Donc on peut imaginer, anticiper comment on peut procéder pour arriver à cette vision, mais il faut que ce soit dynamique. Et comme je dis que c'est dynamique, il faut aussi l'encadrer. Donc on a choisi 3 principes de base pour l'encadrer. Premier principe, on parle de croissance durable. Donc on ne peut pas faire une croissance en dents de scie, c'est un choix qui implique beaucoup de choses.
En particulier, nous privilégions le long terme sur le court terme. Deuxième critère qui me semble aussi important, on parle de l'innovation. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'action, donc une politique de recherche et développement très volontariste. Depuis la création d'HPS, nous investissons tous les ans que Dieu fait entre 12 et 16% de nos revenus annuels. Et la troisième, qui est un petit peu spécifique à notre métier, c'est l'excellence opérationnelle. Nous vendons des solutions de paiement, donc des logiciels de paiement qui doivent être parfaits. On n'a pas le droit à l'erreur. Tous les jours que Dieu fait, notre logiciel traite des milliards de dollars par jour. On a plus de 500 banques aujourd'hui qui utilisent notre logiciel dans plus de 90 pays. Et donc, grâce à ces deux choix, on arrive à s'orienter et à savoir où on va, le sens de nos actions. Et le troisième, et pas le moindre, qui est le plus important, et je dirais, c'est là où on a l'âme de l'entreprise, ce sont les valeurs. Les valeurs, en fait, ça permet de doter les collaborateurs d'un état d'esprit pour agir. Comment agir? Et donc là, je partage avec vous ce que nous avons choisi. 5 mots pour le définir, très simple. Je ne fais pas de commentaires, non pas le temps. Solidarité, interne, c'est-à-dire entre nous. Externe, c'est-à-dire avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, nos actionnaires, la société, l'environnement sociétal, etc., etc. Et cette solidarité doit être obligatoirement professionnelle et responsable. On n'est pas solidaire n'importe comment. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait un petit peu la force de HPS. Merci, Mohamed. En 2003, alors que HPS venait d'ouvrir le capital, elle perd de l'argent. On te demande de baisser les budgets en réduisant les effectifs. Tu as défendu ton personnel et tu as décidé que tu allais redresser la barre sans avoir à jeter personne par-dessus bord. En 2004, l'activité a bien repris et l'avenir t'a donné raison. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce genre de décision? De continuer, d'y croire? Est-ce que c'est ton intuition, ta foi? C'est vrai que, je dirais, dans une entreprise, on vit des crises. Des crises soit dues à l'extérieur, soit internes. Et je pense que la plus grosse crise que j'ai vécue personnellement en tant que patron de la société HPS depuis sa création, c'est justement ce que vous venez d'évoquer. Pourquoi? Parce que ça touche un petit peu mon intégrité éthique. Je m'explique. En fait, nous avions fait appel donc, à 2 investisseurs pour nous donner des fonds. Donc on a levé des fonds, comme j'utilise le langage d'aujourd'hui. On a réussi à lever 40 millions de dirhams à l'époque, contre 25% de notre capital, par 2 investisseurs. Donc chacun a apporté 20 millions de dirhams et on leur a donné à chacun 12,5% de notre capital avec un business plan, etc. en 2002. Et puis en 2003, on perd de l'argent, contrairement à ce que nous avons annoncé dans notre business plan. Et donc c'est là où j'étais très touché. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est une conséquence de la crise qui a été, je dirais, générée par le 11 septembre en 2001. Ça a toujours, dans toutes les crises que nous avons vécues, en fait, pour nous, ils ont à peu près un différé de 2 ans. Et on ne l'avait pas prévu. Et donc, on me demandait d'alléger un peu les effectifs, chose que j'ai refusée, pas uniquement pour défendre mon personnel. Parce que la vraie raison, c'est qu'on a beaucoup de mal déjà à attirer le personnel, les talents. Après, quand on arrive à les attirer, il faut les former, donc ça coûte. Et on me demande de m'en débarrasser, entre guillemets, chose que je ne pouvais pas accepter parce que j'étais convaincu que c'était conjoncturel et que ça allait passer. Et que quand ça va reprendre, si je n'ai pas ce personnel, je serai mort. Et donc j'ai résisté. Effectivement, ils ont fait beaucoup de pression sur moi, soit direct, soit à travers leur avocat, en m'envoyant des amis les plus proches pour me convaincre, etc. Et j'avoue qu'à un certain moment, je commençais à douter. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Je suis le seul à avoir raison dans ce monde-là. Il y a quelque chose. Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Et là, un chef d'entreprise doit être capable de prendre de la hauteur. Pour être plus clair, dans mon cas, je partage avec vous un petit peu comment je fais. Quand j'ai un problème comme ça, je me dis, Mohamed, il y a un patron qui s'appelle Mohamed Hourani, qui a un problème, est-ce que tu peux l'aider? Et donc je suis 2 personnes qui dialoguent entre eux de manière objective.
Et j'arrive à une conclusion, et à chaque fois que je révisais ma décision, j'arrivais à la conclusion que j'avais raison. Et j'ai tenu, donc j'ai passé une année sans budget, et à la fin de l'année, donc j'ai eu raison. Donc les investisseurs avaient un sourire jusque-là, et ils m'ont félicité. Bravo. Dernière question. Quel sens tu donnes à ton engagement aujourd'hui vis-à-vis de ton entreprise? Moi, je pense que si je dois le résumer en un mot, j'ai un engagement total. Un patron, il est responsable de tout. Hein. Il peut déléguer s'il a envie, il est obligé de déléguer. Mais il reste le principal responsable. Donc il doit se donner à fond. Il doit être exemplaire. Quand je parle de valeurs tout à l'heure, si moi je ne respecte pas les valeurs, comment je peux être exigeant vis-à-vis de mon personnel, enfin mes collaborateurs, pardon, de respecter ces valeurs. Et là, je voudrais faire un petit parallèle avec le spirituel, je m'en excuse. Vous savez, personnellement, j'ai mon expérience, j'ai ma formation académique, etc. Mais j'ai aussi un référentiel spirituel. Donc je suis musulman, et pour moi, le modèle d'un patron idéal, entre guillemets, c'est le prophète Mohammed, parce que, en fait, c'est un homme avant tout. Il a réussi à faire d'une tribu qui déclarait des guerres pour des problèmes subtils, vraiment élémentaires, et il a fait de cette tribu de Bidoua, entre guillemets, la plus grande nation du monde, en 23 ans. Donc c'est un bon patron, il a des méthodes, etc. Et là, je voudrais partager avec vous un verset du Coran qui m'inspire beaucoup. Je vais essayer de ne pas le commenter parce qu'on n'a pas le temps, mais je pense qu'il est parlant par lui-même. En fait, c'est la sourate l'Imran, ayat 159, qui dit « Par quelque miséricorde de la part d'Allah » qui s'adresse au prophète. Tu as été si doux envers eux, c'est-à-dire envers ses compagnons, en notre langage d'aujourd'hui, envers ses collaborateurs. Imaginez un patron qui est doux, alors que le patron en général, il est dur avec ses collaborateurs. Il était doux, on parle de douceur. Après, il lui dit, mais si tu étais rude, il lui explique, mais si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Donc aujourd'hui, on parle d'attraction, des talents, etc. Donc on sait comment il faut le faire. Il faut être doux avec ses collaborateurs. Après, il lui dit, pardonne-leur. C'est ce que j'appelle moi le droit à l'erreur des collaborateurs. Vous en avez parlé tout à l'heure. Un collaborateur doit avoir l'esprit d'initiative, il doit avoir la marge de manœuvre pour prendre des initiatives et prendre le risque de faire des erreurs. Et quand il en fait, il faut le pardonner. Il ne faut pas le sanctionner. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que malheureusement on a tendance à oublier. Ensuite, il lui dit, et implore pour eux le pardon d'Allah. C'est-à-dire, en fait, moi, en tant que musulman, en tant que responsable, en fait, j'ai deux patrons. Mon conseil d'administration et l'Assemblée générale qui m'a désigné, à qui je dois des comptes, et j'ai un autre patron dans l'au-delà, qui est Dieu, à qui je dois donner des comptes aussi. Donc je suis doublement responsable. Donc c'est une dimension supplémentaire qui est très intéressante. Merci. Puis après, il lui dit, et consulte-les à propos des affaires. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche participative. On parle aussi de la démocratie participative, que nous pratiquons tous les jours au sein de HPS. Sauf que l'approche participative a un inconvénient. C'est quand vous consultez vos collaborateurs, vous avez tellement d'avis que vous êtes perdu et que vous risquez de ne pas prendre de décision. Alors après, dans cette ayat, Dieu, en s'adressant au prophète, lui dit, puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Vas-y. Donc en fait, il faut écouter les collaborateurs, mais il faut prendre la décision. Et quand on prend la décision, il faut y aller, il faut y croire, il faut avoir la foi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Puis après, le meilleur de cette ayat, c'est la fin, c'est la récompense. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc si tu fais confiance à Allah, il va t'aimer et il n'y a pas meilleure récompense que l'amour de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Sidi Mohamed. Vincent Denart,
executive coach. Toujours je rebondis par rapport à ce que dit Mohamed, il dit toujours que nous sommes actionnaires, mais le grand patron, c'est celui qui est en haut, en fait. Voilà. Tu es né à Rabat, tu es un Marocain de cœur, tu as introduit le coaching en France en 1988 et tu as formé avec tes équipes des milliers de coachs. Et je rappelle que j'en suis un, puisque j'ai été formé dans ton école il y a une douzaine d'années, je crois, une quinzaine d'années. Et c'est grâce à Vincent que je suis rentré à EVH, entreprise vivante par et pour des femmes et des hommes vivants en France, et que j'ai créé avec quelques personnes qui sont, je crois, dans la salle, donc fondateur pour EVH Maroc. Voilà. Tu as développé le concept d'intelligence collective en 2004 avec ton livre « L'intelligence collective ». Je demanderai juste à la régie si c'est possible, voilà. Tu es président de Transformance Pro et tu interviens depuis près de 50 ans auprès de dirigeants au niveau international et depuis une dizaine d'années au Maroc. Vincent, qu'est-ce qui t'inspire quand tu écoutes ces 5 témoignages de dirigeants marocains et français? Il faut un petit temps de digestion, mais disons, chacun de ces témoignages, pour moi, est porteur de sens. Chacun et chacune, puisqu'il y a Soraya, montre à quel point les événements rencontrés dans la vie peuvent être l'occasion d'exercer une liberté, même si elle est entravée à un certain moment, et est porteur d'espoir en ce sens que nous avons le choix. Nous avons toujours des choix. J'ai été très marqué de l'enseignement de Viktor Frankl, qui est un des plus grands neuropsychiatres du XXe siècle et qui a écrit ce livre après avoir été déporté d'Auschwitz en disant un psychiatre déporté témoigne, et il montrait que dans les situations les plus extrêmes, camp de concentration d'Auschwitz, il n'y a pas mieux dans le genre, eh ben, il y avait quand même un choix. Et que ceux qui survivaient, c'était ceux qui, dans cette situation-là, activaient ce que l'on appelle la noésis, enfin c'est l'esprit. On n'est pas simplement un psychisme et un corps, mais il y a en nous un organe spirituel qui a cette capacité de prendre une distance par rapport au vécu, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on expérimente, et puis qui peut activer ou laisser exprimer ce besoin de dépassement qu'il y a dans tout être humain. On l'appellera la transcendance, on l'appellera comme on voudra, mais... Et il y a toujours cette possibilité, non pas de trouver du sens comme si on le rencontrait objectivement, mais de le construire, hein, comme l'a dit tout à l'heure Belkiran. Et ce que je vois, c'est que dans ces témoignages, que ce soit Soraya, que ce soit Mehdi, que ce soit Olivier, dans ces moments d'épreuve, vous avez pris position et que vous l'avez fait en adoptant une posture. Et pour moi, qui ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes, des centaines de personnes, et parfois dans des situations extrêmes, soit extrêmes parce qu'ils vivaient des difficultés psychologiques, soit extrêmes parce que la crise de l'entreprise, eh bien, il y a la possibilité pour l'être humain, dans une certaine mesure, de faire un choix, vraiment. Et du coup, de construire du sens. Et que ce que m'a appris Frankl, c'est que le sens, en fait, apparaît dans ce qu'il appelle les horizons de sens, et moi je retrouve ça tout à fait dans mon histoire aussi. Qu'est-ce que j'apporte au monde?
Qu'est-ce qui va faire que ma vie aura été utile? Quelle trace je vais laisser? Quel legacy je vais laisser derrière moi? Ou, parfois c'est conjugué, qu'est-ce que la vie m'apporte? Ça peut être une rencontre, ça peut être la découverte de l'art, ou évidemment la révélation que permet une religion, ou bien dans une situation extrême, c'est ce que Frankl appelle l'éthos, c'est-à-dire une situation qui n'est pas du tout voulue. Je suis dans un job où je suis alimentaire, je suis coincé parce que je dois assurer la survie de ma famille, etc. Eh bien, je vais pouvoir quand même lui donner du sens. Et donc, nous avons la possibilité de ce choix. Et ce que j'entends dans chacun de vos témoignages, ce sont 1 ou 2 ou 3 moments clés dans lesquels vous avez fait ce choix. Voilà. Et ça, c'est porteur d'espoir. Je pense que j'ai été touché vraiment par vos témoignages. Et je suis sûr que vous avez apporté de l'espoir. Et finalement, Vincent, après probablement ces milliers de coachings que tu as réalisés dans ta vie, depuis une bonne 50aine d'années, on crée comment le sens? Il arrive comment le sens? Alors je pense qu'il n'arrive pas comme s'il y avait du sens qui arrivait, encore que cette construction que fait cet organe spirituel que nous avons chacun en tant qu'être humain, la noésis, hein, l'esprit, on pourrait dire, je pense que nous avons à prendre à cette distance par rapport au réel. Moi, notamment dans mon travail de coach, une des façons comment j'aide des personnes à trouver du sens ou à construire du sens, c'est de leur dire, bon ben voilà, vous êtes dans une situation immanente, hein, en tant que chef d'entreprise, c'est le combat de tous les jours. Il y a de l'opérationnel, il y a des problèmes à résoudre, des décisions à prendre, des constructions à mettre en œuvre. Mais quelle est la place que vous voulez prendre par rapport à ça, par rapport à la situation elle-même, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous êtes en relation? Et là, c'est vraiment un travail de construction identitaire pour les dirigeants. J'ai l'habitude de travailler là-dessus, formant des coachs, etc. Et il y a 2 extrêmes. Et ces 2 extrêmes rendent l'ambiguïté, la difficulté de ce métier de dirigeant, qui est à l'extrême parfois celui qui doit décider à la place des autres, qui doit arbitrer, parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un assume la décision, assume la responsabilité, mais son regard peut être tout à fait différent s'il est dans une logique où il considère que tout le monde est compétent, que tout le monde peut contribuer à cette décision, il peut être dans la phase collaborative éventuellement, et manier le curseur le plus possible entre ces 2 extrêmes. Parce qu'à certains moments, il faut qu'ils prennent ou qu'elles prennent la décision pour les autres ou au nom des autres, mais le plus possible être en mesure de créer l'intelligence collective où tout le monde va construire, va apporter des solutions, va mettre en œuvre sa créativité, etc. Alors ça peut être aussi conjugué, et Mohamed vient de le dire magnifiquement, ça peut être conjugué, on peut être dans une construction d'une auto-transcendance, c'est-à-dire construire ses valeurs, être dans une démarche axiologique, comme on dit, donc j'ai un système des valeurs, j'ai des valeurs, etc. Et on peut être aussi à la fois dans cette auto-transcendance où je vais construire du sens avec des valeurs, avec des objectifs, avec un langage, avec des actions, avec l'agir, etc. Et être en même temps, ou peut-être surtout, dans une hétérotranscendance, c'est-à-dire recevoir. Et c'est là où cette dimension féminine qu'a très bien évoqué hier Éric Geffroy, où est-ce qu'il est, Éric Geffroy, je l'ai vu. Oui, Éric. Appartient, je dirais, à chacun, c'est-à-dire d'ouvrir son intuition et d'ouvrir cet accueil. Autrement dit, alors j'avais entendu il y a quelques jours
un ami musulman qui l'a dit en arabe, je n'ai pas compris, mais enfin ça rejoignait tout à fait ce que je dis, mais c'est ce que tu dis, que tu as traduit en français, c'est tout à fait la position ignatienne. Tout faire comme si tout dépendait de moi, mais prier comme si tout était entre les mains de Dieu, et concilier les deux en permanence. Hein. Voilà, donc construire du sens pour moi, c'est accueillir cette multiplicité des possibles, et surtout créer les conditions en tant que personne, notamment en tant que dirigeant, où je prends la posture, je travaille sur moi, je travaille mon complexe de l'imposteur, que vous avez peut-être, vous savez, ce complexe de l'imposteur que vous avez peut-être vécu à un moment donné, jusque-là j'étais nul, mais personne ne le savait, maintenant ça va se savoir. Hein. Qui peut dire qu'il a échappé à ça? Bon. Et tous les dirigeants sont des imposteurs, parce qu'ils ont bien compris qu'ils avaient des limites. Hein, et sinon pas dans cette idée d'accepter les limites, alors là, ils vont dans le mur. Donc avoir cette humilité, si vous voulez, d'être prêt à lâcher prise, vous voyez, pour accueillir et construire du sens avec Dieu, avec les autres, et en écoutant son intuition, en écoutant son courage, etc. Voilà. Alors justement, comment il fait le dirigeant pour inspirer ses collaborateurs? Alors, il y a de multiples façons de fonctionner. Quand moi, j'accompagne un dirigeant, je suis très attentif aux différents niveaux d'identité qu'il a. Hein, cette responsabilité opérationnelle, la façon dont il incarne son poste. Hein, j'ai accompagné plusieurs fois des présidents, et des plus grands, des présidents du CAC 40, etc., à prendre des postes. Hein, donc, c'est des situations extrêmement concrètes. Comment va-t-il se préparer à passer de numéro 2 à numéro 1, par exemple? C'est un autre monde. Hein, bon. Mais derrière ça, il n'y a pas simplement des comportements, il y a une attitude. Hein. Et dans les comportements, il y a vraiment deux choses, à part le style de direction, que je ne veux pas développer, là, parce qu'il y a toutes sortes de modalités, il y a vraiment deux choses. Il y a la communication, walk the talk, être capable de transmettre un message, de transmettre des valeurs, de transmettre une volonté politique, hein, de porter une volonté politique qui soit protectrice pour les personnes, parce qu'il n'y a pas de permission sans protection. Hein. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais plus encore, et qui est souvent plus difficile, c'est l'écoute. C'est-à-dire le fait d'être vraiment avoir suffisamment ouvert son intelligence émotionnelle, ce qui est un très gros travail qu'on n'apprend pas malheureusement dans les écoles, qui consiste à sortir de son paradigme d'homme d'action. On fixe un objectif, on fait une feuille de route et action. Ça, bon, c'est le lot quotidien du dirigeant, mais de savoir, de développer son intelligence émotionnelle, qui essaie d'accueillir ses émotions, de pouvoir les gérer, et de ce fait, à partir de ce moment-là, d'accueillir les émotions, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Et qu'est-ce que le leadership, si ce n'est le fait d'avoir développé son empathie qui permet aux personnes de se sentir comprises par son patron ou par sa patronne, vous voyez. Et c'est pour moi le fond du leadership, c'est-à-dire c'est à travers à la fois une écoute de l'autre, mais qui commence par une écoute en profondeur de soi-même, de son inconscient, de son corps, de ses propres émotions, hein, et qui est la condition de sortir de ces déterminismes, quoi. Voilà. Awareness, freedom, responsibility. Et je citerai en finale, c'est peut-être le final, la phrase de Frankl que je trouve magnifique, qui s'est adressée aux Américains. Il dit: vous avez construit à l'Est la statue de la liberté. Eh bien, mes amis, vous avez à traverser un continent et à construire à l'Ouest la statue de la responsabilité. Merci Vincent. Nous sommes au terme de cette présentation. J'ai été vraiment... je me suis régalé en vous écoutant. D'abord individuellement, et parce que je suis moi-même aussi chef d'entreprise, donc vous m'avez servi aussi de caisse de résonance aussi.
j'ai aussi vécu mes propres peurs, mes propres doutes. Et puis, vous m'avez aussi servi de modèle. Et au départ, certains, je vous ai proposé de venir et vraiment, j'ai été heureux que vous ayez accepté. D'autres, je ne vous connaissais pas, comme Alexandre, je ne te connaissais pas. Mathieu aussi, je ne te connaissais pas. Et donc, je me suis vraiment régalé avec vous. Et ça a du sens aussi pour moi, vous voyez, parce que je pense que nous tous, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes à cette salle, mais aussi au monde, parce que je pense que tout ça va certainement circuler dans le web. Voilà, donc j'ai été vraiment ravi d'animer, et cette chance, ce privilège d'animer cette table ronde. Je pense que Jean est ici et il va vous donner la suite. Merci beaucoup.